Bien, ça me fait plaisir de vous accueillir. Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence, ce webinaire. Évidemment, là, je vois pas tout le monde, mais je vous imagine tous et toutes là, et ça me fait plaisir de vous accueillir. En fait, pour moi, j'ai déjà donné des conférences, mais par ce format-là, c'est plutôt nouveau. Je vous dirais que c'est une nouvelle expérience parce que plus dans le format virtuel, c'est nouveau. Alors, voilà, ben, je vais me présenter, vous parler de l'arc-en-ciel. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'arc-en-ciel, c'est un organisme qui existe depuis une quarantaine d'années. On offre différentes activités, ateliers, séminaires, formations, hein, qui visent la connaissance de soi dans toutes les dimensions de notre personne. Et aussi, euh, on a pour but d'accompagner chacun dans sa recherche de mieux-être, dans sa quête de sens ou dans une dimension, dans la quête spirituelle. Alors, on a aussi deux lieux, à Montréal et à Sutton. À Sutton, on a une auberge où on donne nos activités, entre autres, et où d'autres groupes viennent. Aussi pour moi, en tant qu'animateur à l'Arc-en-Ciel, je suis là depuis plusieurs années. J'ai offert tout au long des années différentes activités. Actuellement, j'offre la formation d'intervenants par le rêve avec ma collègue Marie-Thérèse Clermont. J'offre aussi des cercles de parole pour les hommes avec Olivier Daudelin. J'offrirai cet été le séminaire La quête de liberté avec Katia Daudelin, qui est la directrice de l'Arc-en-Ciel et qui vous donnait récemment la première conférence sur les mythes, il y a un mois. Et j'offre aussi un atelier que j'ai créé récemment qui s'intitule Vivre en apprivoisant le vieillissement et la mort. Donc, c'est entre autres les activités là, qui font partie de l'animation dans la période actuelle. Cette conférence, elle s'inscrit dans le cadre, je disais, d'une série de 3 conférences en collaboration avec Vox Populi, et dont la première a été présentée, je disais tantôt, par Katia, donc la puissance des mythes. Elle est toujours aussi, vous pouvez toujours l'écouter sur la page Facebook, notre page Facebook de l'Arc-en-Ciel. Moi, je présente ce soir l'énergie transformatrice des archétypes. Et Marie-Thérèse Clermont présentera le 13 avril la magie des rêves. Alors, c'est une série donc de 3 conférences. Un petit mot pour aussi contextualiser et peut-être donner une couple de modalités pratiques. C'est sûr que dans ces présentations, pour moi, cette présentation-là, elle part de mon expérience des archétypes, de ma propre vision, de ce que j'en comprends, de ce que j'en ai saisi. Évidemment, je suis pas un spécialiste des archétypes, mais c'est vraiment une expérience qui m'habite depuis longtemps de m'intéresser aux archétypes, aux mythes, aux rêves, entre autres aussi. Euh, dans cette conférence-là, pour moi, il y aura des moments où je vous interpellerai parce que pour m'assurer, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez saisi mes propos? Parce que je ne veux pas continuer et que vous ayez des points d'interrogation. En tout cas, c'est peu qu'en cours de route, vous ayez besoin de poser une question. Entre autres aussi, il y aura la possibilité je vous inviterai à faire de courtes et simples expérimentations. Ce sera bien sûr personnel, individuel et courte, mais pour vous, parce que je peux parler de cela, mais je trouve intéressant qu'il y ait aussi des moments où on peut expérimenter et sentir les choses. Alors, ça fera partie de notre soirée. Et entre autres, les caméras aussi, c'est sûr, c'est toujours intéressant quand on peut voir les gens. Si vous voulez intervenir, c'est bon que vous ouvriez votre caméra. Entre autres, je vais vous donner un aperçu du déroulement avant qu'on commence. Alors, ce sera en 3 étapes. La première, je vais vous décrire les archétypes, c'est quoi? Je vais essayer de vous faire saisir quelque chose qui n'est pas simple à saisir. Je disais même de rendre accessible quelque chose qui est invisible et qui est de l'ordre de l'inconscient. Alors, on va en parler un peu plus tantôt. La première partie, ce sera ça. Donc, c'est quoi? Comment nous rendre les archétypes plus accessibles. La deuxième, ce sera les mythes, les contes, les rêves et les visions et les images de l'inconscient sont l'expression symbolique des archétypes. Alors, on va en parler un peu plus de ça. Comment ça aussi, ça
c'est des manifestations des archétypes en soi. Et le troisième point, c'est je parlais des archétypes comme on parlait quand je présentais le texte qui annonçait la conférence, comme une source d'énergie, de transformation dans un chemin intérieur. Les archétypes, ben, ils ont cette fonction-là de nous conduire vers, je dirais, le soi, vers la partie, vers notre essence. Alors, ça va être ça le filon de la conférence. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le premier point, qui est les archétypes, c'est quoi? D'abord, situer le concept de l'inconscient collectif puis des archétypes, ça nous vient de Carl Gustav Jung, le psychanalyste suisse qui a vécu de 1875 à 1961. On pourrait commencer par, je vais demander à Paul-Émile de nous mettre à l'écran une image. On va essayer de commencer par une image. On fonctionne beaucoup avec les symboles et les images. On y va avec un iceberg. Alors, merci Paul-Émile. Alors, on voit cette image de la partie qui émerge de l'eau et la partie vraiment qui est sous l'eau de l'iceberg. Si on était tous en bateau et qu'on s'approchait de l'iceberg, on trouverait ça sûrement impressionnant, sa grosseur, si on était on était là physiquement. Mais on ne verrait pas toute la partie cachée. Et quand on regarde l'image, c'est impressionnant la proportion de la partie sous l'eau par rapport à la partie émergée. Et c'est comme dans notre vie, quand on regarde l'aspect conscient de la réalité, l'aspect de la réalité concrète et des choses avec lesquelles on est objectivement en contact, bien, on n'a pas nécessairement accès à toute cette partie invisible, mais qui pourtant a une grande influence, un grand impact sur l'aspect conscient de nos vies. Toute la partie invisible, irrationnelle, instinctive, intuitive, émotionnelle, symbolique. Au fond, toute la partie des instincts et des émotions, ils influencent nos décisions et nos comportements, mais les décisions qu'on prend à un niveau conscient, elles sont, c'est ça, souvent influencées par nos instincts et nos émotions, donc par tout l'inconscient en nous. Alors ça, c'est important de reconnaître ça. Et la partie de l'iceberg sous l'eau, bon, on voit l'inconscient ici. On pourrait dire qu'elle est constituée de l'inconscient personnel et de l'inconscient collectif. L'inconscient personnel, c'est tout ce qui concerne donc pour moi ma propre histoire, mes propres images, mes propres références plus proches de moi, mes propres rêves. Et la partie de l'inconscient collectif, c'est ce qui me relie à l'humanité plus largement. Cet inconscient collectif-là, d'ailleurs, quand Jung a fait il a beaucoup voyagé et il s'est intéressé aux mythes puis aux contes et à l'imaginaire dans différentes cultures. Et il a pu voir qu'on retrouvait des mêmes types des représentations qui revenaient souvent, des images, des mêmes grands thèmes qui revenaient. Et c'est là qu'il a reconnu la notion d'archétype, c'est-à-dire, donc on voit ici le prisme avec les archétypes, j'y reviendrai plus tard parce qu'il y a un modèle ça d'archétype avec le masculin, le féminin, l'adversité, le héros, le voyage, la mort, renaissance et le soi. Mais ça, on y reviendra plus tard dans la soirée. On va revenir maintenant, on va enlever les deux images, je vais revenir à vous. Donc, pour Jung, il a nommé que cet inconscient collectif, il est composé d'archétypes. Et c'est en étudiant les mythes et les symboles universels qu'il a développé cette notion-là. Et il a vu en fait, que ce sont des images primordiales qui sont inscrites dans l'inconscient humain. Si je vous donne l'étymologie du mot archétype en grec ancien, on dit ce sont des modèles primitifs, des images primordiales qui existent depuis les origines de la vie.
Et pour Carl Gustav Jung, l'archétype est une structure donc de l'inconscient collectif qui apparaît justement dans les mythes, les contes, dans les productions imaginaires, les images, les idées, les rêves, les visions. Ça s'exprime de plusieurs façons. C'est pas facile à saisir parce que justement, les archétypes sont au niveau de l'inconscient qui ne peut en fait être découvert qu'indirectement. C'est pour ça qu'on parle d'images, de rêves, de visions, parce que c'est quelque chose qui n'est pas accessible consciemment. Hein? On l'a vu tantôt par l'iceberg, c'est pas accessible. Mais ils sont présents, les archétypes, on va en parler un petit peu plus, et ils se manifestent dans les différentes cultures, puis à travers les époques, puis dans nos vies actuelles, ils se manifestent tout le temps. Quand j'écrivais un courriel pour parler de cette soirée, je faisais référence à l'archétype du héros. Dans nos vies, on a chacun, et ça a été là pour tous les humains à travers les époques, on rencontre des difficultés, on rencontre ce qu'on appelle de l'adversité, on a des épreuves, des difficultés qui sont là dans notre chemin, des choses qui nous arrivent. Et on peut répondre d'une façon différente chacun face à l'adversité qui arrive. On dit, pour qu'il y ait un héros, il faut qu'il y ait de l'adversité. C'est pour ça que je parle d'adversité. Le héros en nous, c'est comment on fait face aux épreuves et aux difficultés. Il peut y avoir des personnes que face à la difficulté, ça les décourage, ils se plaignent, ils s'écrasent. D'autres sont très combattants vite, ils foncent, etc. Donc, on peut avoir une variété de réponses face aux situations adverses. Mais c'est l'archétype de l'adversité et du héros qui se manifeste. Hein? C'est cet archétype-là qui se manifeste d'une façon unique dans votre vie actuellement et qui s'est toujours manifesté chez les humains depuis que les humains existent. Hein? On a toujours vécu, quand les premiers hommes avaient à combattre ou à protéger leur vie, bien, ils avaient de l'adversité ou pour se nourrir, etc. C'était là. Et il y avait les forces et les ressources en eux pour faire face, pour composer avec, pour survivre. Alors, c'est un exemple d'archétype. En me préparant à cette conférence-là, je méditais sur la question, je demandais à mes rêves, à travers des moments de méditation aussi. Et il me venait, je souhaitais être éclairé pour vous faire saisir cela. Et à un moment donné, il est venu, c'est comme le vent. Le vent, on sait qu'il existe, mais on sait qu'il existe par ses manifestations. Si on sent le vent sur notre peau, OK, on sent on a la sensation du vent. Si on voit les feuilles qui fait bouger aux arbres ou l'arbre qui bouge parce qu'il vente plus fort ou on est sur l'eau puis qu'il y a un mouvement des vagues ou quand il y a vraiment une grosse tempête, on voit toutes les manifestations du vent. Ben, c'est comme l'archétype, mais on peut pas voir le vent. Hein, mais on voit ces manifestations. Alors, c'est une image qui m'est venue. Après, je me disais, il montait en moi l'image de l'architecte qui fait le plan d'une maison. Mais le plan de la maison n'est pas la maison construite et concrète. C'est un plan. C'est comme c'est un modèle. On pourrait dire que l'archétype dans l'invisible, c'est comme le modèle de la maison. On peut pas le voir, on peut pas la voir, mais c'est un premier canevas. Et si on pouvait voir le plan d'une maison, on peut ensuite ce plan-là le bouger plusieurs fois puis faire 100 maisons différentes. Vous comprenez? On pourrait avoir bien des représentations à partir d'un plan initial. Alors, l'archétype, c'est un peu comme quand on parlait d'adversité héros tantôt. On peut avoir toutes sortes de manifestations de l'archétype chez l'humain. Alors, c'était comme le plan de la maison. Une autre chose qui m'est venue en sortant d'une méditation, c'est la phrase suivante. Elle peut paraître un peu, en tout cas, je vous la communique. Les archétypes sont le pont entre l'innommable et toute forme de manifestation. Alors, je la répète. Les archétypes sont le pont entre l'innommable et toute forme de manifestation. J'avoue, quand j'ai eu la phrase, c'est à méditer. Je sors d'une méditation, mais la phrase est à méditer. Et
C'est sûr qu'en m'arrêtant à l'innommable, bon, au fond, on parle de l'innommable, le pont entre l'innommable, quelque chose donc qui n'a pas de mots pour le définir profondément. Mais l'innommable, on pourrait encore donner, je pourrais vous donner d'autres mots qui essaient de cerner ce qu'est l'innommable, le mystère, peut-être l'infini, l'absolu, la conscience avec un grand C, ou peut-être même Dieu pour vous. Alors, l'innommable, on met encore un mot pour essayer de se rapprocher de quelque chose qui échappe à notre mental. Et je trouve intéressant que la phrase disait, les archétypes sont le pont, un pont, un pont entre l'innommable et toutes choses manifestées, comme les choses conscientes qu'on voit ou qui sont là, et inconscientes qui sont toutes manifestées. Et donc, un pont, c'est pour aller vers la matière, et aussi le pont peut nous amener vers l'innommable. L'archétype, il peut nous aider aussi à remonter vers quelque chose de plus profond en nous. Et je trouvais intéressant la phrase dans ce sens-là. Elle essaie de dire, au fond, de nous mettre en relation avec quelque chose qui nous dépasse, mais de l'innommable vient l'archétype aussi. Il émane de cela. Hein? C'est comme un peu, on pourrait dire, comme avant le Big Bang, tout était en potentiel, tout était peut-être dans l'innommable, et à travers les archétypes, il y a eu création. C'est de là de l'innommable que tout émane. C'est une façon qui m'est venue et de vous parler de cela. Et on pourrait dire que dans ce sens-là, l'archétype, c'est ce que la conscience a besoin pour se manifester. C'est ce pont-là qu'elle prend pour que les choses se réalisent à un niveau plus concret, que ça descende, on pourrait dire, dans les dimensions plus tangibles. Jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est clair, mais je vais aller un petit peu plus loin dans des représentations, à moins qu'il y ait une question où ça paraisse pas très clair. Ça va? Alors, je poursuis. Les archétypes, il y en a plein. On va en donner quelques exemples, parce que là, justement, on essaie de ramener ça à soi. Par exemple, Jung en a identifié plusieurs, mais donc ceux qu'on peut avoir entendu parler plus couramment, l'ombre, l'anima, qui est l'élément féminin, dont je reparlerai tantôt, l'animus, l'élément masculin, le soi, la totalité. Donc, c'en est entre autres des archétypes, mais il y en a d'autres. L'archétype de la grande mère. Mais la grande mère contient aussi la déesse mère, contient la mère, et ça peut contenir jusqu'à la sorcière, toutes sortes de représentations de la grande mère sous des formes différentes, des images différentes. C'est la même chose pour l'archétype du père ou du grand-père. Ça peut être le père protecteur ou le père menaçant à l'autre bout, l'ogre même. L'archétype de l'arbre sacré, de l'arbre de vie. On a souvent vu ça dans des contes ou des mythes. L'arbre sacré, l'arbre de vie. Je reviendrai tantôt, je vous parlerai d'un mythe où il est question de l'arbre sacré. L'archétype du dragon, du trésor. Le dragon est souvent le gardien du trésor même, ou de l'arbre sacré dans les mythes et les contes. Mais le trésor et le dragon, c'est intéressant de regarder. Le trésor évoque souvent justement cette partie du soi dont on nommait l'archétype du soi, mais c'est une autre représentation du soi ou d'une partie qui est essentielle en nous, l'être en nous ou la partie la plus profonde. Alors, l'arbre sacré, l'arbre de vie, c'est souvent une représentation de cela. On entend parler souvent de l'archétype de l'enfant divin, de l'orphelin. Dans nos expériences, on connaît ça, l'enfant abandonné, l'enfant orphelin ou abandonné dans nos expériences. Je parle des motifs, des fois, de se sentir abandonné, de se sentir lâché, entre guillemets. Alors, c'est un exemple de l'enfant abandonné, de l'orphelin. L'archétype du vieux sage ou du mentor. Il y a des représentations dans la culture contemporaine. Mettons que dans les films, mettons je prends Yoda, le grand maître de l'ordre Jedi. Si je prends dans Star Wars, justement ça. Ou Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. C'est des représentations de vieux sages ou de mentors.
Mais le sage, la partie sage ou le mentor, il est en nous aussi. Ça peut prendre toutes sortes de formes. Des fois, le sage ou le mentor en nous, il vient d'une intuition, d'un rêve, d'une vision. On peut porter une question puis il nous vient une réponse, mais ça peut être la partie justement du sage en nous qui se révèle. C'est là dans les contes et les mythes, mais c'est là en nous. Une personne, par exemple, peut faire un rêve. Je lisais dans un livre de Frédéric Lenoir où on disait justement que une personne anxieuse racontait qu'elle avait fait un rêve puissant. Elle vivait beaucoup d'anxiété dans sa vie. Et son rêve très, très puissant dans lequel elle ressentait qu'un vieux sage ou un être lumineux venait prendre soin d'elle. Et ça l'avait énormément apaisée. Et elle était pleine de confiance après son rêve, vraiment dans une autre énergie. Alors, on peut voir que c'est dans ce sens-là qu'on peut voir que l'archétype, il peut avoir dans son essence, dans son énergie, et par l'expérience qu'elle en a faite dans le symbole, ça a amené une transformation, ça a amené pour elle quelque chose qui l'a vraiment habité par après et qui a eu un effet pour elle sur l'anxiété. Alors, c'est là qu'on peut voir qu'il y a une puissance transformatrice à la base dans l'archétype parce que comment il se manifeste pour nous, pour cette personne-là, ça peut amener un changement réel. L'archétype aussi, je reviens à l'archétype du héros et de l'héroïne. Ça aussi, je l'ai parlé un peu tantôt, mais on doit le voir dans notre vie comme accessible. Si vous-même ou une personne autour de vous a, par exemple, une maladie, c'est de l'adversité, c'est une épreuve hein, que vous traversez. Mais cette épreuve-là, c'est une occasion pour la personne ou pour vous de vous appuyer sur vos ressources intérieures, sur vos forces, sur vos qualités. C'est le héros en vous. C'est à partir c'est comme ça que vous allez traverser. Puis on le sait, hein, des personnes vivent, mettons, une épreuve comme ça. Il y en a qui vont traverser d'une certaine façon l'épreuve, puis d'autres, ça va être autrement. Donc, ça va être plus difficile ça va être, alors, on va avoir toutes sortes de façons de composer. Mais c'est là que je dis que c'est présent dans nos vies. L'exemple aussi du pompier dans votre vie qui secourt ou du secouriste qui vient en aide à quelqu'un ou une personne dans votre entourage qui vient en aide à quelqu'un mal pris, c'est le héros qui est là. Des fois, on cherche loin, mais il faut ramener ça à nous, proche dans ce qui est là. Je vais vous proposer, pour l'instant, juste de faire une petite expérimentation sur l'archétype du héros. Alors, je vais vous guider 2-3 minutes. Je vais vous inviter à fermer les yeux parce que c'est pour être avec vous. Alors, prenez conscience de votre corps en cet instant. Laissez-vous bien sentir le contact de votre corps assis ou complet de la tête aux pieds sur la chaise. Laissez-vous sentir votre respiration, son mouvement naturel, en accueillant tout ce qui est présent pour vous en cet instant, tout ce qui vous habite. Et je vous parle de l'archétype du héros et je vais vous demander de laisser venir à votre conscience l'image spontanée d'un héros ou d'une héroïne, soit vivant actuellement ou dans un mythe ou ce qui vous vient à partir d'un film, mais vous laissez monter intérieurement, laissez émerger cette image d'un héros, d'une héroïne. Laissez-vous imprégner pour sentir les qualités, les forces, l'énergie de ce héros, de cette héroïne. Prenez le temps de bien habiter l'image
qui est là avec toute son énergie, ses qualités, ses forces. Laissez-vous les sentir dans votre corps au niveau du ressenti. Comme si ce héros, cette héroïne vous habite intérieurement maintenant. Vous pouvez en sentir l'énergie, les qualités, les forces. Puis tout doucement, en restant proche de vous, en contact avec votre expérience intérieure, vous pouvez préparer à réouvrir les yeux. C'est une petite expérience, donc, pour faire saisir l'archétype du héros. Est-ce qu'il y a une personne ou deux qui ont le goût de dire les faits ou qu'est-ce qu'a été l'expérience? Vous pouvez le faire, vous pouvez prendre la parole. C'est ouvert. Ou ça peut être aussi sur les exemples d'archétypes que j'ai donnés. Tantôt, j'ai donné quelques images de représentation archétypale. J'en ai nommé quelques-unes, là. Alors, ça peut être aussi une question sur ça, un commentaire. Alors, si vous avez le goût de le faire à ce moment-ci, vous êtes les bienvenus. Moi, je me suis assez amusée. Oui. Parce que je suis devenue Zorro. Ah, c'est intéressant. OK. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir OK. sauter des toits pour aller intervenir dans le moment exact où les gens avaient besoin d'aide. Et le jour, j'étais une personne bien ordinaire, très humble, très comme tout le monde, mais j'avais une double personnalité. Alors, c'est bon. J'étais vraiment contente de pouvoir aider, de pouvoir sauver, de pouvoir arrêter des drames. C'est intéressant. Oui, c'était ça l'expérience. Hein? Il y a eu un ressenti d'incarner ce héros-là. Oui. J'avais même le costume. 48 participants. Ah, là, j'entends parler. Non. Est-ce que c'est gens qui parlent en même temps? J'entends parler. Non, c'était quelqu'un, j'ai enlevé le micro, c'est bon. Ah, parfait, OK. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut partager son expérience? Oui, moi, je peux le faire. Ah, oui. Il y a quelqu'un qui a mis sa main. OK, je vais aller avec Christiane, Amel. Puis après, j'entends une autre personne. Oui, il faut enlever le micro, il faut ouvrir, c'est ça. Moi, le héros, je l'ai vécu dans deux choses très différentes, dans des énergies très différentes. Okay. Une partie de mon héros était à cheval et j'étais à vitesse, je ne sais pas, là, je me sentais comme une urgence, c'était d'une direction, c'était très fort là, comme élan. Mm-hmm. Et puis l'autre partie, c'était très ancré, comme prêt à affronter. OK. Alors, c'était comme des énergies très différentes. Une qui était plus chantait comme le vent, les aspects de l'environnement. Puis l'autre où c'était comme plus ancré. Puis là... prêt à faire face. C'était vraiment deux énergies très, très différentes. C'est intéressant donc d'avoir expérimenté les deux, vu les deux nuances dans l'expérience. C'est bon, de l'énergie. Merci. Il y avait une autre personne, je pense, qui s'était annoncée. Il y avait moi. Peut-être que je peux... Oui. Oui, moi, j'ai pensé à Jeanne d'Arc, mais pas au bûcher, là. Jeanne d'Arc avant. Parce qu'elle était à cheval, puis elle arrivait à mettre toute une armée en énergie. Là. OK. Oui, c'est puissant. Bon. Et tu sentais cette... Évidemment, il y a le bûcher après, mais ça, je n'y ai pas trop pensé.
OK. Mais tu sentais l'énergie de cette force-là, de cette mobilisation-là des gens. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir la période où elle était motivante pour son entourage. OK. Elle a eu un grand rôle à jouer. Puis, bien évidemment, il y a l'autre côté qui est venu par après, mais c'est sûr que quelqu'un qui devient comme un modèle public, ben, il va aussi être au bûcher. Il y a des risques. Des risques, Oui. Mais j'entends, est-ce que être motivante, toi, est-ce que tu connais ça de toi aussi? Oui. Une énergie que tu peux reconnaître, tu l'as contacté dans Jeanne d'Arc, dans l'image, mais je te demande parce qu'on peut ramener à nous qu'est-ce qui est monté, qu'est-ce qui a émergé. Donc, c'est dans ce sens-là que tu disais, de mobiliser. C'est vrai, jusqu'à un certain point, évidemment. OK. Ben, merci. Oui, merci beaucoup. Merci de ton partage. Alors, il y avait Elisabeth aussi qui voulait parler. Ah oui, parce que moi, je ne vois pas toutes les personnes qui veulent parler. Elisabeth? OK. Moi, c'est un peu plus personnel. C'est moins comme une légende ou quoi. La première image qui m'est venue à la tête, c'était une corde, quelqu'un qui était en train de faire un sauvetage avec une corde. Puis là, j'ai pensé à mon ex-belle-sœur. C'est un souvenir assez ancien, mais c'est ça. Puis je pense que dans ma vie, elle est venue comme me sauver dans un sens. Ben, elle m'a aidé à commencer à m'apprécier, puis à comprendre ma situation, puis vraiment avoir confiance en moi un peu plus, puis tout. Et en même temps, elle est une personne très forte. Elle fonce, puis elle avait des projets, elle les faisait. Puis en même temps, elle était très fragile. C'était souvent, elle était seule avec ses enfants. Puis elle avait des problèmes même avec la consommation. Mais elle luttait tout le temps. Puis elle était authentique. Je pense que je voyais qu'elle était un héros dans ce sens-là. Et elle était une amie. C'est un peu différent, là. Mais... Oui, mais c'est quand même intéressant de voir que tu as reconnu ces forces-là en elle et dans ce qui t'est venu. Mais est-ce que tu les reconnais pour toi aussi, les forces de l'héroïne pour toi dans ta vie? J'ai essayé de l'habiter, puis je pense que on a des ressemblances. Même si notre situation n'est pas exactement pareille. Mais ça vient me rejoindre, ça vient me parler. Merci, Elisabeth, de ton partage. Merci. Alors, on va poursuivre parce qu'il y aura d'autres petites expérimentations aussi en cours de route. Je vais aussi mentionner que Carl Gustav Jung proposait une distinction aussi importante entre l'archétype, justement, invisible et sa manifestation, sa représentation. Par exemple, si on prend, il avait parlé à un moment donné de l'archétype de Dieu. Il disait Dieu est un archétype universel, mais si on regarde selon les traditions ou les représentations, c'est multiple les images ou les représentations. Si on va par exemple pour Yahvé pour les Juifs, la Sainte Trinité chez les chrétiens, Allah chez les musulmans, et toutes sortes d'autres formes de représentation de Dieu selon les individus, selon les cultures. Donc, il disait justement, l'archétype, lui, est universel, mais on peut voir que les représentations sont multiples. Les manifestations sont multiples. Alors, il apportait cette distinction-là justement importante entre l'archétype invisible plus vaste et toutes ces manifestations, encore là, comme quand je vous parlais tantôt au début de la conférence de l'archétype, là, ben c'est pour montrer toutes les représentations possibles d'un même archétype. Elles sont multiples. Jusqu'à présent, ça terminerait la première partie de la présentation parce que je vais parler bientôt des archétypes manifestés par les mythes, à travers les mythes, entre autres. Et je vais voir s'il y a des questions sur les archétypes. Est-ce que c'est assez clair ce que j'ai dit sur saisir un peu ce qu'est l'archétype, malgré que c'est pas évident, et que c'est effectivement accessible dans notre expérience, mais manifesté, pas à un niveau plus
profond, c'est inconscient, comme on dit, c'est invisible à nos yeux. Est-ce que ça amène des questions ou ça va pour le moment? Moi, Oui, j'ai juste une petite Ça va. question. il y a Martine? Oui, je disais, moi, pour l'instant, ça va bien. Puis, j'étais néophyte. Puis, Oui. déjà, je trouve que ça rentre bien l'information que tu transmets. Merci. OK, bon, ben, tant mieux. Ça me donne une balise pour saisir, OK, est-ce que ça fait une résonance quelque part? OK, parfait. Merci, Martine. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent? Oui, j'avais entendu parler des archétypes depuis assez longtemps. Puis j'avais toujours voulu lire Jung, puis j'ai pas eu l'occasion. Mais la question que je m'étais posée, c'est est-ce que c'est quelque chose de réel ou c'est plus une métaphore ou une représentation de quelque chose? Si je comprends bien, c'est un concept qui représente le réel dans ces manifestations. En tout cas, c'est pas tout à fait clair pour moi. Ouais, ben en fait, on peut dire que c'est vrai qu'on y a accès, l'archétype. Ce que je pourrais dire, c'est quand je parle de manifestation ou de représentation, c'est une façon de voir les effets de l'archétype, comme je parlais du vent tantôt. Mais l'archétype, il n'est pas visible. Alors, c'est sûr que on va dire, c'est un concept, c'est un mot qu'il a mis, Jung, sur ces modèles répétitifs, mais qui sont intangibles à la base, c'est pour ça que c'est difficile à concevoir pour notre mental, parce que comme c'est inconscient par définition, c'est pas visible et concret. Et on peut y avoir accès seulement par les représentations, comme on disait, des images, mais l'archétype, il existe. Il existe. Il est là. Mais je peux pas l'attraper avec ma main, mais il est là. Il est là comme modèle dans la psyché, dans l'inconscient collectif, dans l'inconscient profond. Et il agit tout de même. Il agit tout le temps dans nos vies aussi. Alors, il est là. Il existe, mais c'est quelque chose d'inconscient, donc d'invisible à nos yeux. Mais il agit par tout ce qu'on peut voir des effets dans notre vie, même des représentations, mais des effets concrets. C'est inscrit en l'homme, en l'humain, de face à un danger. C'était là pour nos ancêtres, les premiers hommes. C'est instinctif. C'est inscrit dans l'inconscient aussi que face à un danger, tout de suite, ça va mobiliser soit de combattre ou de fuir. Hein? C'est là, c'est inscrit. C'est archétypal même en fond. Mais la même chose dans une situation de vie où vous seriez dans un conflit avec quelqu'un, il y aurait la réaction, est-ce que je fais face à ce qui est là, la situation, ou bien est-ce que je m'en vais, ou je réagis d'une autre façon. Mais je serais confronté là aussi à quelque chose qui peut venir qui est inscrit en moi comme mode de réaction possible, hein, de composer avec une situation. Alors, c'est pas simple à saisir, mais je ne sais pas si ça éclaire un petit peu. Oui, merci beaucoup. Oui. J'ai une question, moi aussi. Oui. Bon, Julien, c'était ça. Est-ce que c'est une sorte de pattern, une structure où que tout le monde, universellement, qu'on fait, qu'on suit par rapport à, si je dis la baguette magique, alors ça, c'est un objet, je pense, universel. Si je parle de la licorne, je pense que c'est universel aussi. Alors, c'est-tu comme un modèle qu'on suit tout le monde universellement, peu importe la langue, peu importe la culture, peu importe l'endroit où on reste? C'est sûr suit ce pattern-là, là. On suit cette forme-là. Oui, mais comme je te disais, il y a des grands patterns, tu sais, qu'on va reconnaître. Tantôt, on parlait de l'adversité du héros. Admettons que je parle de la mort et de la renaissance. C'est un autre paire d'archétypes, c'est d'autres archétypes. La mort, on va tous, selon toutes les cultures et les traditions, il y a des images ou des rituels qui vont autour de la mort mais il peut y avoir dans certaines cultures des images, des rituels particuliers ou des façons particulières de composer avec ça. Et dans notre culture, on va trouver autre chose. Mais admettons que dans notre propre expérience, par contre, tous les humains, l'archétype de la mort-renaissance, on la vit. Donc,
De l'enfance, on passe à l'adolescence, c'est la mort de l'enfant, puis c'est le passage à l'adolescence. C'est un passage, c'est on pourrait dire une renaissance à un autre niveau. Quand on donne l'image du phénix qui renaît de ses cendres, c'est encore pour symboliser. Alors, dans différentes cultures, tu vas pouvoir voir qu'il y a différentes façons de symboliser, de représenter cet archétype-là de la mort puis de la renaissance. On peut en avoir même des personnels dans nos rêves, hein, plus particulières, mais on va retrouver, c'est vrai, des grandes images, des grands thèmes ou des images qui reviennent aussi plus collectivement. Alors, c'est dans ce sens-là que quand tu dis la licorne, oui, tu peux la trouver dans certaines traditions, mais peut-être pas toutes. On ne trouvera pas ça peut-être dans toute l'humanité, mais on va voir souvent le symbole de la licorne, il revient. Mais on peut-tu dire que c'est une abstraction? C'est comme si quand on fait une carte une topographie, oui. Et on fait le symbole du pont. Hein, les deux bords parallèles, là, oui. C'est pas le pont, mais c'est le symbole du pont et tout le monde le comprend. C'est comme l'octogone ou c'est comme le triangle. C'est à peu près ça, hein? C'est à peu près ça? Oui, c'est comme le symbole, tu sais, c'est comme l'aspect symbolique, mais il représente, lui, quelque chose qu'on peut ressentir et vivre à un autre niveau, tu sais, dans les faits. Tantôt, vous avez fait, par exemple, l'imagerie du héros. Chacune, vous avez eu une image particulière qui vous est venue, une image qui peut être une image dont vous avez entendu parler souvent, ou d'un héros, d'une héroïne qui a réellement existé, mais vous avez eu chacun une image qui est venue. Mais vous avez ressenti quelque chose d'unique par rapport à cet archétype-là en vous, soit une qualité, une force particulière, elle devient personnelle, manifestée en vous. Mais c'est le même modèle. En tout cas, j'aurais pu vous dire, prenez toute l'image du même héros, puis là, vous auriez quand même pu ressentir des nuances, mais vous seriez parti d'une même image, vous comprenez? Mais c'est un modèle universel, finalement. Oui, c'est ça, exactement. OK, parfait. Bon, ben merci. On poursuit, est-ce que ça va pour le moment et on poursuit? Alors, je dis que dans les mythes, les contes et les rêves, hein, les mythes, les rêves et les contes sont des manifestations, entre autres, des archétypes. Et on peut ramener aussi leur expression symbolique à nous-mêmes, à notre vie. Hein, pourquoi quand les enfants sont fascinés par un conte, ça s'adresse aussi à eux à un autre niveau, bien souvent. L'enfant, tantôt on parlait, j'ai dit dans l'archétype de la mère, de la grande-mère, il y a jusqu'à la sorcière. Pour l'enfant qui est aimé par sa mère puis qui est pris soin, eh bien, c'est la bonne mère, hein, la mère aimante, c'est l'archétype de la mère nourricière. Mais si la mère a grondé l'enfant puis il a eu très peur puis dans son regard puis il rêve à une sorcière, ben c'est la mère. Là, il y a eu peur de la mère, hein, dans l'archétype, donc c'est un autre niveau, c'est cette sorcière-là. Mais dans les contes, on parle souvent des sorcières, on symbolise encore une partie, hein, qui peut toucher l'imaginaire et une partie qui touche quelque chose d'intérieur. Alors, c'est pour ça qu'ils sont si fascinants, les contes et les mythes. Je vais partir de l'exemple d'un mythe. On peut dire que si l'archétype, c'est la trame de l'histoire, ben le mythe, c'est le contenu. Hein? Alors, je vais parler du mythe d'Hercule. Hercule, qui était un héros grec, mi-homme, mi-dieu. C'est intéressant au départ qu'on dit qu'il est mi-homme, mi-dieu. En fait, c'est le fils de Zeus, qui était un dieu dans l'acropole grecque, et d'une mortelle Alcmène. En fait, Zeus avait trompé sa femme Héra avec Alcmène, une mortelle, et est né de cette union Hercule. Donc, un mi-homme, semi-dieu. Et si on s'y arrête, on peut se dire, si on ramène ça à nous, c'est notre nature d'humain incarné, on pourrait dire que c'est Hercule, et notre nature divine, ce qui est notre essence, ce qu'on cherche, ce qui est invisible, mais la partie divine ou peu importe comment on la nomme. Alors, on peut se retrouver dans cela. Le mythe d'Hercule, il peut nous parler déjà de notre humanité et qui s'inscrit là où on est,
mais avec aussi un appel, c'est dans la matière qu'on vit, qu'on est cette essence-là spirituelle. Alors, je trouve intéressant le mythe d'Hercule dans ce sens-là. Dans ce mythe-là, son chemin, lui, Hercule, ça a été d'unir ces deux pôles-là, justement, en lui, son humanité et sa divinité. Et il a eu des obstacles parce que Héra, la conjointe de Zeus, était jalouse et fâchée de cette union que son époux avait eue avec Alcmène. Alors, elle voulait se venger et elle a donné parfois de la misère à Hercule. Et, entre autres, on peut dire que ça faisait partie de son chemin de l'adversité. Et un jour, elle l'a rendu je pense à travers un breuvage qu'elle lui a fait boire. Elle avait vu quelque chose dans le breuvage et ça a rendu Hercule fou momentanément. Et dans un accès de folie, il a tué sa propre femme et ses enfants. Alors, quand il est revenu à lui, consterné, défait par cela, il voulait réparer sa faute. Et là, il a eu finalement 12 travaux à accomplir par un instructeur, sous la guidance d'un instructeur qui s'appelait Eurysthée. Et donc, c'est d'où les 12 travaux d'Hercule. Je peux vous référer à un de ces travaux-là, le troisième. Les pommes d'or des Hespérides, la cueillette des pommes d'or des Hespérides. Alors, je ne vous le raconterai pas au complet, mais je vais vous dire 2-3 passages de ce mythe-là. Donc, Hercule veut au début, il doit aller à la recherche de l'arbre sacré. Hein, et cet arbre-là, il y a les pommes d'or qui sont les fruits de cet arbre. Et il ne sait pas comment il va les trouver, mais on lui donne des indications minimales. Et il part sûr de lui, confiant. Et en même temps, il dit aussi, je veux les cueillir pour mon propre usage, pour mon usage personnel, ces pommes. Je veux les trouver et les cueillir pour mon usage personnel. Et il va chercher vraiment du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans différentes directions. À un moment donné, il va devenir découragé parce qu'il n'y a pas d'indication. Et son instructeur lui envoie Nérée. Nérée, c'est un guide. Tu sais, dans les mythes ou les contes, on voit souvent que le héros qui cherche ou qui vit une épreuve, il a tout à coup besoin d'aide. Comme pour Ulysse, par exemple, dans le mythe d'Ulysse, c'était Athéna, la déesse Athéna, qui est venue plusieurs fois l'aider, le guider. Donc, on peut voir dans différentes histoires et mythes qu'il y a une aide qui se manifeste à un moment donné. Alors, on lui a envoyé Nérée, mais Nérée essayait de se manifester, puis Hercule, il l'écoutait pas, il l'entendait pas quand il essayait de lui donner une indication, il prenait une autre indication, une autre direction. Finalement, Nérée s'est découragé, puis il est allé voir l'instructeur, il disait, ben au fond, il me suit pas, il m'écoute pas. Fait que cette première étape-là, c'est comme si Hercule avait échoué l'étape. Mais Nérée, c'est quoi si on le ramène à nous? Parfois, nous aussi, on a intérieurement quelque chose qui nous guide. On peut dire notre petite voix intérieure. On se dit après une expérience, j'aurais donc bien dû m'écouter, hein, suivre ce qui était là, ce qui me venait. On pourrait dire que c'est Nérée en nous, c'est le guide en nous, le mentor, cette aide-là. Mais souvent, on va écouter le rationnel, puis alors qu'on dit intérieurement, ça poussait fort pour d'autres choses. On pourrait dire que Nérée cherchait à se manifester, mais on est comme Hercule, on l'écoute pas. Alors, c'est une première étape. Ensuite, Hercule se retrouve avec Busiris. Busiris, c'est le trompeur, le rusé. C'est aussi un archétype, le trompeur, le rusé. Nous-mêmes, parfois, on est capable de se tromper nous-mêmes. et parfois, c'est vers l'extérieur qu'il y a de la tromperie ou de la ruse. Mais Hercule se retrouve avec Busiris, puis Busiris, lui, c'est celui qui lui dit qu'il a la connaissance. Il n'a pas besoin de poursuivre sa quête vers les pommes d'or parce que lui, il peut lui apprendre plein de choses. Lui, il connaît la vérité. Lui, il peut lui amener des réponses, etc. Fait que Hercule est un peu en extase, un peu en pamoison devant Busiris.
et il oublie même sa quête. Il reste là au moins une année. Et il devient un peu, on pourrait dire un peu, il perd son énergie. Hein, il perd beaucoup d'énergie à être là, à tel point que Busiris l'attache sur un autel. Et à un moment donné, Néré lui avait dit quelque chose, ça lui revient. Néré lui avait dit, la vérité réside en toi-même. C'est seulement à l'intérieur de toi que tu peux la trouver. Et là, Hercule retrouve sa force, il brise les liens, il attache Busiris sur l'autel et il reprend sa quête. Alors, c'est intéressant aussi parce que pour nous, le trompeur ou Busiris, le rusé, le trompeur, ça peut être quand on cherche peut-être des réponses ou notre vérité à l'extérieur, dans le sens que on pense que ça va venir juste de l'extérieur, plutôt que c'est vers nous à l'intérieur qu'on doit aussi chercher, qu'on doit se tourner. Alors, c'est un bel exemple pour, on peut regarder, moi, je réfléchissais les derniers temps, je regardais dans Internet, les réseaux, toutes les idées qui circulent, toutes sortes de choses. On me dit, non, on peut chercher de qui a raison, qui a tort, puis essayer de trouver à l'extérieur qui a raison, qui a tort, mais on peut se perdre parce que tous les points de vue peuvent être valables, mais c'est au-dedans qu'on doit trouver qu'est-ce qui a du sens pour nous, qu'est-ce qui, à travers tout ça, est la vérité et l'appui pour nous. Alors, c'est un bel exemple encore, ça d'un archétype, hein, d'un archétype possible. Et comme ça, Hercule va poursuivre sa quête des pommes d'or d'étape en étape jusqu'il atteigne l'arbre sacré. Et quand il arrive à l'arbre sacré, il réalise que les pommes d'or, ça représente encore là la partie sacrée de nous, hein, de notre être. Et pour lui, il réalise qu'au début, il les voulait pour lui-même, mais quand il arrive là, il réalise que c'est l'amour, et l'amour, c'est pas juste à garder pour soi, c'est à partager. Alors il dit, je les laisse là pour tous ceux qui viendront après moi. Il les offre. Alors je trouve ça intéressant, c'est aussi l'expérience de ce mythe-là pour nous rappeler que on cherche quelque chose de précieux, mais qui nous relie plus profondément aux autres. C'est pas juste pour soi-même, mais on fait une quête aussi, un chemin pour partager dans les héros, dans les mythes, quand ils reviennent, je pense au Seigneur des Anneaux, de Frodon, quand il revient dans sa contrée, ils offrent à leur entourage les fruits de leur quête. Hein, et comme nous, chaque humain, on a aussi à offrir ce qu'on est à notre niveau, ce qu'on porte, ce qu'on découvre, on l'offre autour pour amener la conscience autour de nous, pour amener du bien-être, pour de l'amour, justement. Alors, c'était cet exemple-là que je voulais vous donner on va faire une petite expérimentation, encore une fois, en lien avec, à partir de ce que je viens de vous partager. Je vais vous inviter à fermer les yeux. À vous laisser sentir votre corps, votre respiration. En accueillant ce qui est présent pour vous en cet instant. Et j'ai parlé des pommes d'or. Dans les mythes, il y a eu le Graal pour Perceval, il y a eu pour Ulysse, Ithaque, son île. Le retour à son île, c'est des représentations aussi de la partie sacrée. Alors, laissez monter en vous quelle image peut émerger pour vous qui représente cette partie la plus profonde en vous, la plus aimante, la plus pure. Laissez spontanément émerger cette image, cette représentation. Laissez-vous imprégner
son énergie, de l'effet en vous, dans votre corps, dans votre ressenti. Se peut que cette image évoque pour vous de la paix, de la joie. C'est vous habiter complètement de l'intérieur, son énergie vous habite en cet instant. Elle vous imprègne. Prenez le temps de goûter cet instant. Vous en imprégnez. Puis tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux, revenir à juste ce moment. Est-ce qu'il y a deux, trois personnes qui veulent nommer l'effet de cette expérimentation-là? Juste, qu'est-ce que ça fait comme effet, comme expérience? J'ai entendu, il me semble, une voix, mais je ne sais pas si quelqu'un a voulu se manifester. Pas. Non? Ça va? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, j'entends. Ah, OK. Est-ce que vous voulez dire Je ne votre savais nom? pas, je ne suis pas bien bonne. Je ne suis pas bien bonne en ligne. Parce que je ne vois pas. C'est Marie-Sylvie. Marie-Sylvie. Marie-Sylvie, C'est parfait. Oui, Marie-Sylvie. Écoutez, moi, qu'est-ce qui m'est venu là, spontanément, c'est je dansais sur scène avant, là, puis ça n'arrive pas souvent, mais j'ai eu un état de grâce. Tu sais, quand tu danses, puis t'es comme, tu voles, c'est un état où tu partages avec le monde, mais c'est comme le monde entier, c'est comme un tout, hein, c'est comme, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un état que tu n'oublies pas, être en état de grâce. Puis, pendant que je le vivais, je sentais ma respiration être plus ample, mais légère à la fois, détendue. Puis, il est venu un petit sourire, un petit sourire yogi, le Bouddha, un petit sourire intérieur. Mais c'est venu spontanément. Puis, ben, je pense que c'est l'idée d'être tellement ouverte que tu partages, tu fais fait qu'il y a une communion. C'est ça. Oui, l'effet, Et, c'est ça, c'était un des plus beaux moments de ma vie. Puis on ne sait jamais quand ça arrive. Ça arrive. Ça, j'entends, c'était au moment d'une expérience de la danse. Mais oui, j'étais sur scène. Je dansais un solo. Oui, je comprends. Tout à l'heure, en contactant, est-ce que c'est ce moment-là qui vous est revenu quand je vous ai guidé dans la petite expérience? Oui, c'est ça qui est monté. Je trouve ça intéressant parce que c'est une expérience comme ça, profonde, qu'on a vécue, elle reste toujours accessible. Hein? Vous l'avez vécu à un moment précis, mais en s'y arrêtant, on peut recontacter l'espace intérieur qui va avec, hein, qui nous ramène. C'est ça qui est précieux. C'est en vous, ça fait partie de vous. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Oui, il y a une main levée. Oui, mais oui, je vois le Lenovo, le PC. Oui, mais est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que vous pouvez vous nommer? Oui, c'est Lucie. Lucie, oui. Mais j'arrive pas à mettre d'image avec mon PC, je suis désolée. OK, mais on vous entend. Allez-y, est-ce que vous vouliez partager? Ben moi, ça a été un œuf. En premier, c'était une boîte à l'intérieur. Puis, en fait, premièrement, j'ai aimé la mythologie que tu as racontée, ça me rejoint.
Là, j'étais en études pour la mythologie grecque avec l'UPS. OK. Avec Héra, je porte Héra, en fait. Mais l'image, je voulais te dire merci, c'est pour ça que je suis avec toi. Ça m'a aidé, ça m'aide aussi à saisir l'archétype, parce que j'ai besoin de saisir. C'était une boîte, puis après, j'aimais pas la forme, j'ai mis un œuf, comme un œuf Fabergé à l'intérieur de moi, et à animer éventuellement, puis à offrir, parce que tu parlais aussi. Donc, moi, c'est fermé, cet œuf-là, en ce moment, il est en train d'incuber. Ah. Oui, parce que j'ai beaucoup, c'est ça, je t'écoute, puis j'incube, puis j'intériorise, puis ça rentre dans moi, là. Mais éventuellement, j'imagine que là, je souhaite un petit peu que ça va être des belles surprises qui vont sortir, parce que je suis un peu stressée de rendre la connaissance ou qu'est-ce que j'apprends, comme tu fais en ce moment. Ça fait que ça m'inspire. Bien, c'est ça, je te le souhaite, Lucie, que quand il y a le mûrissement et là, ça s'offre naturellement. Alors, c'est ce que je te souhaite que tu ailles vers cela. Merci. 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 Une dernière intervention, puis après, je continue. Oui, Robert. Oui, vous m'entendez? Oui, je t'entends bien, Robert. Deux mains qui ont du sable. Le sable qui s'écoule. OK, c'est ça ton image. Fait que je sais pas. Je sais pas comment prendre ça. OK. Comment tu te sentais? Comment tu t'es senti dans l'expérience? Pour moi, c'était comme l'impermanence, le temps qui passe tout le temps. C'est très OK. L'impermanence. Il n'y a rien qui est stable. Tout se transforme. Ça s'écoule tout le temps, ça s'écoule tout le temps. Fait que je sais pas. Je trouve ça, comment je te dirais, ça je peux pas répondre pour toi, pour vous, mais je t'inviterais à méditer ça. L'impermanence, je trouve que c'est pas rien, ce qui t'est venu. Mais je dirais plus méditer un peu comme, tu sais, quand je portais les archétypes, cette préparation-là, il est venu des réponses. Alors, je te dirais, peut-être méditer ce qui t'est venu, ou porter ça comme symbole, tes deux mains, puis le sable qui s'écoulait, puis voir, peut-être que ça va t'amener plus loin. Je te souhaite une réponse. Mais je trouve que c'est pas rien, ce qui t'est venu. Parce que l'impermanence, en tout cas, moi, je trouve que ça me parle. Et je t'encourage à porter ça. Oui, à méditer. Merci. Merci. Je réalise qu'il est déjà 20h04. On arrive à la troisième étape de cette conférence. Je vais vous parler un peu on a parlé déjà à travers ce qu'on expérimente, mais plus particulièrement, je disais tantôt, on peut, les archétypes, ils se manifestent en nous-mêmes, mais on peut aussi, ils amènent des changements, des transformations dans notre vie. Et plus on peut réaliser, comment je dirais ça, qu'on peut d'abord saisir comment ça fonctionne en nous, mais on peut voir aussi dans nos vies comment ils amènent des changements possibles et des transformations. Puis je vous donnerai des exemples pour moi tout à l'heure. Je veux partir justement de mon expérience et à l'Arc-en-Ciel, il y a depuis des années, on offre un séminaire depuis une quarantaine d'années. C'est le séminaire mythique qui s'intitulait comme ça au départ, qui s'appelle maintenant La quête de liberté. Ce séminaire-là, justement, il est basé sur l'exploration d'archétypes. Et ce séminaire-là, c'est Rose Pinault, la fondatrice de l'Arc-en-Ciel. Elle avait été en Californie avec Stephen William Kaplan, un analyste jungien, et qui avait développé une méthode originale d'approche des rêves et entre autres qui méditait sur les archétypes. Il avait eu aussi après une méditation, un modèle, un prisme d'archétypes. Et c'est ça qu'on va remettre à l'écran. Vous l'avez peut-être vu au début de la conférence. Je demandais à Paul-Émile de le faire apparaître à l'écran. Le prisme des archétypes. Et Rose Pinault, en fait, à partir de ce modèle-là, elle s'en est inspirée
et elle a justement en rêve eu un aperçu du déroulement du séminaire mythique. Elle a créé le séminaire mythique à partir de cela. Et on s'en inspire encore pour le séminaire à quête de liberté. Alors, on voit ici, dans l'archétype, vous avez, dans le prisme, alors vous voyez que c'est un, il faut le regarder comme si c'était un prisme. Vous avez l'adversité et, comme il y a une éclair, un symbole d'un éclair, et l'héroïsme en face, la couronne. Ils sont comme opposés en paire. Vous avez le masculin, le féminin, en opposition, et le voyage et la mort-renaissance qui forment une autre paire, et au centre, le soi. Si j'en dis quelques mots parce que j'en ai parlé tout à l'heure un peu à travers des étapes précédentes de la conférence. Donc, l'adversité, on en a parlé du héros. Notre capacité, chacun vit des difficultés, puis comment on compose avec cela, ben ça vient chercher les qualités, des forces en nous pour faire face à ce qui est là sur notre chemin. Le féminin, le masculin, ici, j'entrerai pas dans les détails, mais pour en dire quelques mots, c'est pas genré ici. On parle d'énergie intérieure, comme je parlais du yin et du yang, par exemple, dans d'autres traditions orientales. On veut parler encore là de deux énergies qui sont en chaque être humain. Et il y a on peut associer à chaque, mettons, pôle, si je parle du pôle féminin, autant dans un homme que dans une femme, c'est la capacité à dire oui, à être à l'écoute de notre ressenti, c'est la réceptivité en nous, c'est la profondeur, l'intériorité, c'est recevoir, c'est porter un projet, un enfant. C'est là, donc, en chaque être, comme possibilité, ben, pas porter un enfant, mais porter un projet ou porter, on pourrait dire, intérieurement, être à l'écoute aussi des choses. Le masculin, comme énergie, c'est la capacité de s'affirmer, de dire non, de mettre des limites, de s'exprimer, d'agir, de structurer, ordonner, mettre en forme les choses, de concrétiser et réaliser les choses qui sont importantes pour nous. Alors, c'est des exemples de ces pôles-là. Autant dans le féminin que le masculin, il y a aussi une part qu'on pourrait dire d'ombre et lumière, et j'en donnerai un exemple pour moi tout à l'heure. Je vais présenter le prisme au complet, puis je vais vous donner des exemples. Et pour voyage et mort-renaissance, on peut voir le voyage, c'est notre vie de sa naissance à sa mort peut être vue comme un voyage avec toutes les étapes et tout ce qu'on rencontre. Quand on vit aussi une expérience, le temps de l'expérience, que ce soit une relation, elle naît, elle dure un certain temps, puis elle meurt. Vous avez à l'autre bout, donc, la mort-renaissance. La mort-renaissance, c'est les changements, c'est les transformations dans nos vies, c'est les passages d'une étape à une autre. C'est constamment, tantôt je disais, il y a des passages pour, mettons, si vous terminez votre carrière, ben c'est un passage à la retraite. Si les enfants quittent la maison à un moment donné, ils vivent avec les parents, c'est un passage, c'est une mort d'une expérience pour du nouveau, une transformation. Alors, c'est l'archétype mort-renaissance. Et le soi, c'est en fait, on va dire, l'union des opposés, des contraires, des différents archétypes, des différentes polarités en nous. Le soi, il symbolise cette unité-là dont j'ai parlé un peu plus tôt. Donc, ça veut dire, si j'accueille toutes les facettes de moi, toutes les manifestations des archétypes en moi, que j'en suis conscient, mais c'est pas de rejeter quelque chose, c'est de les accueillir, de voir comment ça se manifeste en moi et dans ma vie. Et plus je les accueille, et plus je suis comment je pourrais dire, ça peut me ramener vers l'unité ou vers un état plus de conscience, mais d'unité en moi-même avec la vie dans ma matière. C'est là qu'on retrouve Hercule incarné, c'est nous incarnés. On peut, toutes les expériences qu'on vit peuvent prendre un sens parce qu'on se sent vivant, plus libre, et on ne refuse pas qui on est. On va enlever le prisme et je vais revenir à des exemples pour moi.
Alors, je vais vous parler un peu de la quête de liberté. Mais c'est maintenant la quête de liberté ou le séminaire médiatique à l'époque. On explore ces archétypes-là que je viens de vous présenter pour voir comment chacun de nous, il se manifeste dans nos vies et comment leur énergie peut être présente justement dans nos rêves et là, dans nos vies, et comment on peut, cette énergie-là, si on en devient plus conscient, elle va amener des changements et des transformations en nous-mêmes et dans notre vie. Et on s'inspire d'un mythe aussi, en explorant ces archétypes-là, on s'inspire d'un mythe qui nous accompagne et qui nous permet aussi de faire des liens avec notre expérience, comme tantôt je vous ai parlé d'Hercule. Je vais vous parler de mon premier séminaire mythique. En fait, ça peut recouper l'expérience du premier et peut-être du deuxième, parce que ça fait longtemps et des fois, j'ai la misère à retrouver, c'était à ce moment-là précis. Les 3 prises de conscience importantes qui ont été avec, pour moi, je vous les partage pour vous faire saisir que les archétypes, ils ont une puissance transformatrice, justement, quand je disais l'énergie transformatrice des archétypes, ça a eu des impacts importants pour moi. Et je l'ai vu aussi chez plein de personnes qui ont fait ce séminaire-là et qui ont vécu ce processus-là. Alors moi, dans mon premier séminaire mythique, je vous parle de 3 choses qui m'ont le plus interpellé. Premièrement, l'archétype de l'adversité et du héros. J'ai réalisé que en explorant cet archétype-là, à ce moment-là, j'étais figé dans le pôle de l'adversité. Figé dans le sens que j'avais de la misère à aller contacter le héros. Au travail puis dans mes rêves, je voyais que dans mes rêves, je me sauvais, j'étais poursuivi, je faisais pas face à l'adversaire, ça revenait souvent dans mes rêves. Et avant le séminaire mythique, mais particulièrement là, je l'ai vu de nouveau clairement. Et au travail, dans ma vie, j'avais de la difficulté à m'accomplir. C'était les premières années de ma carrière. Je pouvais partir, quitter, recommencer, changer de job en espérant que ça améliorerait les choses, mais ça changeait pas grand-chose. Et j'avais un peu une posture de victime. C'était la faute des autres. Hein? C'était ça. Et à cette quête-là, vraiment, ce séminaire mythique-là, ça m'a vraiment frappé que c'était mon attitude, mais vue clairement. Et là, après l'avoir vu dans le cadre de ce séminaire-là, j'ai fait un rêve où j'étais un héros autochtone et je m'appelais Cri Persan. C'était mon nom dans le rêve, Cri Persan. Alors, Cri Persan, ça faisait penser à l'affirmation, hein, vraiment à besoin de s'affirmer positivement. Alors, dans le cadre de ce séminaire-là, il y avait eu aussi une façon d'incarner ce personnage-là, cette énergie-là. Et je l'ai vraiment senti que ça a amené pour moi un changement. Parce qu'après, j'ai réalisé, dans ma façon d'être au travail, dans ma façon de gérer les choses et d'aller au bout des choses puis d'y faire face, ça avait eu vraiment un impact précieux. Alors, c'est le fait de constater à quel point j'étais dans ma vie plutôt pris et figé dans l'adversité et que je manquais de mobilité et de faire appel à mes forces puis mes ressources, puis positivement aussi dans mes relations pour gérer les choses, ça a été un déclencheur important sur le plan professionnel, entre autres. Ça a changé beaucoup de choses à ce moment-là. Le deuxième archétype qui m'a beaucoup interpellé, c'est le féminin, l'anima. On dit que pour l'homme, c'est l'anima, la femme, c'est l'animus, le féminin pour elle est l'animus, pour un homme, son masculin, l'anima. Mais encore là, aujourd'hui, j'aime mieux pas les genrer parce que c'était à l'époque quand Jung nommait ça comme ça. Moi, j'aime voir plus comme 2 énergies qui nous habitent aussi, tous et toutes. Alors, dans le cadre de l'exploration de cet archétype-là, j'ai pris conscience que je me pensais proche de moi, de mes sentiments puis de mes émotions. Je disais même avant de faire ce premier séminaire mythique-là, moi, je suis pas mal féministe, je suis proche des femmes, puis oui, je suis sensible plus au féminin qu'au masculin. Et finalement, j'ai vu que j'étais pas proche de mon monde intérieur et j'ai vraiment eu le choc de constater que c'était loin d'être le cas. Et j'ai même fait un rêve, je vais vous raconter le rêve qui allait avec ce choc-là. Je suis dans ma maison et je veux descendre au sous-sol.
j'ouvre la porte qui mène au sous-sol, mais il n'y a pas de commutateur pour ouvrir la lumière. Donc, je descends une marche après l'autre dans la noirceur, doucement. Je descends. J'arrive au sous-sol et là, je cherche avec ma main, vous savez, avec les lampes qu'on ouvre avec une corde, là, je veux attraper la corde. Je finis par, après avoir tâtonné un moment, attraper la corde et au moment où j'attrape la corde, il y a une personne qui me saisit le bras. Je me tourne et c'est une sorcière. Et je suis épouvanté, puis là, le rêve finit là. Je suis vraiment saisi. Je suis vraiment saisi. Et au fond, le rêve est intéressant parce qu'il me faisait voir que j'étais la sorcière, c'était l'autre bout du spectre féminin. Tantôt, je vous parlais, vous savez, la sorcière, c'est j'avais peur au fond de mon propre féminin à moi, de mon ressenti d'aller à l'intérieur, de descendre en moi. J'avais peur aussi du féminin dans les femmes qui étaient sensibles autour de moi, elles m'attiraient, même faisaient peur. Donc, je fais voir que c'est de moi que j'avais peur et que j'avais besoin de rencontrer le féminin en moi. Mais j'avais besoin d'abord, ce rêve-là était très précieux parce que descendre dans un sous-sol, c'est l'ombre, l'archétype de l'ombre. L'ombre, Jung a dit, c'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, c'est en plongeant dans notre obscurité. Alors, c'est intéressant que dans ce rêve-là, il y avait l'archétype de l'ombre, que j'osais descendre. C'est sûr que j'étais épouvanté, mais ça a permis de voir le choc, de me voir, et ça a été le début d'un travail sur moi, d'une thérapie en profondeur qui s'est amorcée là, à partir de là. Et ça a été précieux et important. C'était un déclencheur. Donc, on parlait de transformation tantôt. Ça a été un déclencheur. Et pas longtemps après, pour vous montrer la preuve, l'importance, quand on fait une prise de conscience qui est choc, j'ai fait le rêve suivant. Le rêve, c'est il y a un équipage d'hommes sur un voilier, ça se passe peut-être vers le 17e, 18e siècle. Ils échouent sur une plage. Le voilier échoue, mais ils sont pas capables de repartir de là parce que la mer s'est retirée, mais ils sont trop dans le sable et le bateau, il peut pas se retirer. Et tout à coup, arrive au tournant plus loin de la plage, une déesse, c'est la déesse Mère-Terre. Elle s'approche, mais elle est beaucoup plus grande que la dimension du bateau. C'est comme une géante, si on veut. Et elle s'approche calmement, en silence. Elle s'agenouille et derrière la pointe du bateau, je pense que c'est la coque ou la proue, je me rappelle plus derrière. Donc, elle trace par sa main dans le sable un canal qui va jusqu'à l'eau de la mer. L'eau vient, amène le bateau, le voilier, qui reprend la mer. Et je trouvais intéressant déjà que le masculin en moi ou les hommes sur le bateau ne pouvaient pas agir complètement sans le féminin en moi. Et déjà, il y avait une image positive du féminin, si on regarde de la sorcière à une autre étape, une image positive du féminin qui amenait donc un changement pour moi dans le monde intérieur, dans mon monde de rêve, mais dans le monde de mon ressenti aussi. Et je trouvais intéressante cette image-là déjà qui montrait une transformation. Donc, on voit que les archétypes, ils agissent comme ça. Et le troisième archétype qui m'a le plus touché, c'est l'archétype du soi, bien sûr. Parce que à ce moment-là où on faisait un rituel qui nous permettait d'inclure tout le vécu de ces 8 jours-là, ça a vraiment, pour moi, j'ai vraiment réalisé qu'au fond, je savais pas clairement avant ce que je cherchais, mais ça a éveillé en moi vraiment l'aspiration pour être en quête moi-même, pour être plus libre, pour être plus vivant, pour trouver cette essence-là qui m'habite, mais à travers tout ce que je suis et ce que je vis. Et ça a été le début d'une démarche plus approfondie de connaissance de soi à partir de là, et une quête qui s'est jamais arrêtée, qui fait que, un peu comme Hercule, je cherche à être le plus vivant possible et à exprimer ce que je suis là où je suis, simplement. Mais c'est ça qui a été pour moi
la richesse de découvrir comment les archétypes avaient une puissance de transformation que je voyais autour de moi aussi. Et c'est parce que quand ça devient conscient, on voit comment, quand je vous montrais toute l'image sous l'iceberg, sous l'eau, bien, ce réservoir d'énergie-là, c'est l'énergie qui vient de la source de la vie pour moi, mais qui se manifeste concrètement dans nos vies. Comment c'est précieux de faire une démarche pour apprivoiser tout ce qu'on porte intérieurement, pour actualiser dans le conscient ce qu'on est, pour unifier, offrir ce qu'on est. Et c'est ça qui est le chemin que je voulais vous partager dans ce sens-là, que ça a un pouvoir, parce que c'est là les archétypes et ça nous agit. Mais est-ce que si on va plus consciemment avec, c'est pour ça quand on fait un séminaire comme le séminaire mythique maintenant, la quête de liberté, ben on entre dans une expérience avec une intention que ça nous amène à les découvrir et les expérimenter encore plus pour voir l'effet dans notre vie et que ça amène vraiment des changements. Alors, c'est ce que je vous souhaite aussi d'explorer davantage ces archétypes-là à travers les mythes, à travers vos rêves. Marie-Thérèse, le prochain mois, vous parlera entre autres comment c'est précieux à travers les rêves. Dans la quête de liberté, on explore justement à travers nos rêves aussi mythes et les archétypes parce que ça se manifeste dans tout cela. Alors, à ce moment-ci, j'ai besoin de voir avec vous, prendre quelques questions. Il est déjà 8h22, de voir si effectivement c'est des commentaires, questions avant qu'on termine. Oui, Martine. Oui. Oui, OK. Est-ce qu'il y a un prérequis pour participer à cet atelier-là? Il n'y a pas de prérequis en spécifique. C'est sûr qu'on va regarder avec chaque personne. Si vous n'avez pas vécu une activité ou un atelier à l'arc-en-ciel, idéalement, c'est d'avoir vécu une activité peut-être avec nous pour voir comment on travaille, mais il y a toutes sortes de choses qu'on fait aussi. Il y a des visioconférences sur les rêves que Marie-Thérèse offre. Il y a des ateliers, des fois, sur les rêves aussi. Il y a différentes choses, mais c'est pas une nécessité d'avoir fait quelque chose, mais on va regarder si vous avez fait quand même une démarche déjà parce que c'est quand même 8 jours. Alors, pour voir bien, est-ce que vous êtes, ça répond pour vous vraiment à votre besoin maintenant. On va regarder avec chacun. Mais c'est sûr que s'il est possible de faire une activité d'ici là, de participer à quelque chose qu'on fait, ça vous permet de nous connaître, de mieux savoir comment on travaille, puis en même temps, on vous connaît aussi. OK. Je vais aller voir sur le site. Merci. Parfait. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça a été suffisamment clair pour vous aussi de vous donner un aperçu de c'est quoi les archétypes et de leur pouvoir de transformation? Je trouve ça vraiment intéressant. Je suis très curieuse d'en connaître davantage. Bon, ben, si j'ai pu vous donner le goût, c'est ce que je souhaite ardemment, que ça ait pu vous donner le goût. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Oui, Robert? Je trouve ça fascinant. J'ai juste trouvé ça fascinant. Voilà. Oui. Tous les exemples que tu as donnés, comment, avec une intention, la réponse, avec t'as une intention, puis ça répond. Je suis juste fasciné. Voilà, c'est tout. Ben, merci, Robert. Merci à toi. Christiane. Merci beaucoup pour le partage. Et puis, je trouve que ça m'ouvre l'esprit, puis ça va me développer plus de vigilance et de sens d'observation. Alors, ça me donne comme des points de repère à observer que peut-être que j'observerais pas normalement. Alors, merci beaucoup. C'est très enrichissant. Ça me fait plaisir. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Oui, moi, Louise. Oui. Oui, en fait, je me suis rendu compte que je ne sais pas c'est quoi un archétype, mais je me posais pas tant de questions, mais donc ça m'a vraiment ouvert, je sens que je comprends, puis ça m'aide à savoir mieux utiliser
je vais éteindre mon écran parce que c'est fatigant. Mais que aussi, je trouve que ça me donne des pistes pour simplifier ma compréhension des choses. Donc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Effectivement, c'est là dans notre vie, hein. C'est là, ça nous touche tous les archétypes au quotidien. Francine? Je voulais simplement te dire que c'est une magnifique idée de donner des exemples parce que c'est pas facile à saisir, mais les exemples, en tout cas, moi, ça. Puis malgré que j'en suis un peu initiée à ce monde-là, hein, je trouve que les exemples étaient très pertinents et éclairants. Je vous remercie pour ça. Merci, c'est ça que je souhaitais, que ça puisse vous faire des références pour vous, des liens dans votre vie, que vous pouvez voir comment ça vous rejoint. C'est ça. Merci. Je veux vous mentionner que Katia, je ne sais pas si je l'ai entendu à un moment donné. Oui, je suis là. Bien, je veux dire que Katia et moi, on vous donnera, bonsoir Katia, on donnera le 30 mars à 19h une soirée d'information sur Zoom, sur la quête de liberté, le séminaire qu'on donnera cet été. Du 7 au 15 juillet, c'est bien ça? Ouais, du 7 au 15 juillet à Sutton, à notre centre à Sutton, l'Arc-en-Ciel là-bas. Alors, je vous convie à cette soirée d'information pour en savoir plus. Je disais aussi que Marie-Thérèse est sûrement là. Est-ce que Marie-Thérèse entend? Je suis ici. Bonsoir, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse donne des rêves en visioconférence et sur Zoom aux 2 semaines. Je crois le prochain, c'est quand? Si on veut... Mardi prochain, le premier jour du printemps, je crois, 21 mars, alors, à 10h. À 10h. Alors, si vous voulez, vous pouvez avoir le lien avec l'Arc-en-Ciel pour le lien Zoom pour la rencontre avec Marie-Thérèse aux 2 semaines sur l'exploration des rêves en visioconférence. Marie-Thérèse sera aussi avec Katia et moi dans l'équipe d'animation de la quête de liberté cet été. Je sais pas si j'oublie. Oui, je vous disais au début de la soirée aussi que Marie-Thérèse donnera la conférence là, le 13 avril sur les rêves aussi, dans le cadre de cette série de 3 là, avec Vox Populi. Alors moi, je vous remercie sincèrement. Je remercie Jean d'avoir permis cette expérience-là aussi. Merci à chacune et chacun d'avoir été là et au plaisir de vous revoir. Et je souhaite que ce que j'ai pu vous communiquer, ça vous donne le goût d'aller toujours plus loin en vous-même et pour manifester qui vous êtes, exprimer qui vous êtes. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Merci à Paul-Émile aussi, techniquement, qui était là pour me soutenir. Et au plaisir de vous voir à une ou l'autre de nos activités et à la quête de liberté, je souhaite. Et en même temps, je veux le mentionner, ça sera notre dernière qu'on donne cette année. Alors peut-être c'est d'autant plus l'occasion, pas que l'Arc-en-Ciel continuera pas d'offrir des activités, mais c'est quand même notre 40 ou 41e qu'on donne, Katia, je pense qu'on est rendu là, moi, à peu près, et à Séminaire Mystique et Quête de liberté, et on avance en âge tranquillement, alors nous aussi, on se transforme et nos activités tranquillement. Alors, c'est l'occasion de venir vivre cette expérience-là unique avec nous, si vous le pouvez. Alors, merci encore et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup.